Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce sera la dernière séance dans laquelle nous aurons du contenu nouveau. Je vais terminer le programme de ce semestre, puisque la semaine prochaine, donc, nous aurons une séance d'entraînement à l'examen. Comme je vous l'avais proposé, je vous donnerai un sujet, et puis comme la séance de la semaine prochaine sera un peu raccourcie à cause d'une réunion des directeurs du FR, donc on fera le corrigé du sujet pendant le temps du cours, et puis donc le dernier cours de l'année, du semestre, je veux dire, sera consacré à l'examen lui-même. On tâchera d'être bien à l'heure ce jour-là. Donc le point qui me reste à aborder avec vous est un point important qui est celui de l'analyse détaillée des propositions subordonnées. Alors, au fond, ça n'est pas si long et compliqué à expliquer, à comprendre. Comme toujours, en linguistique, l'important est de comprendre l'organisation générale, comprendre le système. Alors, on peut distinguer quatre grands types. On peut classer quatre grands types de propositions subordonnées. Enfin, on peut classer les propositions subordonnées en quatre grands types, qui sont donc les suivants: les subordonnées complétives, les subordonnées circonstancielles, les subordonnées relatives et les subordonnées sans conjonction de subordination, qu'on appelle parfois non conjonctionnelles. Et ça, si vous voulez, bon, il y a des variations dans la dénomination. Par exemple, la notion de complétive ou de conjonctive a des sens assez variables, c'est très instable selon les auteurs. Mais, encore une fois, il ne faut pas chercher à trouver une espèce de motivation nécessaire pour les termes eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une proposition s'appelle complétive qu'elle sera forcément de fonction complément. Ou alors ce n'est pas parce qu'elle est conjonctive qu'elle sera nécessairement introduite par une conjonction. Bon. Donc ces étiquettes ont une certaine motivation, mais elles ne sont pas intégralement motivées. Le premier critère qu'on voit, c'est la présence ou l'absence d'un outil de subordination. Je dis outil de subordination parce qu'évidemment, c'est une conjonction de subordination dans les deux premiers cas, complétif, circonstanciel, mais un pronom relatif dans le troisième. Donc j'ai besoin d'un terme un peu général qui regroupe conjonction de subordination et pronom relatif. Et j'appelle ça outil de subordination. Donc, soit il y a un outil de subordination, soit il n'y en a pas. Ça, c'est le premier critère. Il y a effectivement en français la possibilité de construire certains types très particuliers de subordonnées sans conjonction de subordination. C'est marginal dans le système quand même, parce qu'en français, la conjonction est obligatoire, beaucoup plus qu'en anglais, et bien qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans le français à la suppression. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous dites en anglais, je pense qu'il va pleuvoir demain, I think that it will be raining in general. Le that, vous pouvez dire très facilement en anglais, I think it will be raining. Mais en français, en principe, jusqu'à présent, ce n'était pas trop possible. On dit, je pense qu'il va pleuvoir demain. Mais on commence à entendre aujourd'hui, dans le français contemporain, je pense qu'il va pleuvoir demain. Ça, c'est vraiment un phénomène très récent en français, et ça ne correspond pas du tout à une tendance, si vous voulez, qui s'inscrit dans le temps. Alors peut-être que c'est l'influence de l'anglais, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un phénomène linguistique tout à fait émergent aujourd'hui. Il reste que dans la structure générale du français contemporain, dans la structure prototypique du français contemporain, on a besoin d'un outil de subordination pour fabriquer une subordonnée. Alors maintenant, une fois qu'on a dit qu'il y avait un premier clivage entre celles qui ont un outil de subordination et celles qui n'en ont pas, eh bien, le classement des trois types dans lesquels il y a un outil de subordination va se faire en fonction des propriétés de ces outils de subordination. Donc vous voyez que le classement, là, il est fondé sur l'outil de subordination. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Et s'il y en a un, quelles sont ses propriétés? Donc quelles sont les différentes propriétés? Dans les subordonnées qu'on va appeler complétives, le mot subordonnant, c'est un pur outil grammatical. Il n'a pas de sens, de sens, disons, descriptif, il
correspond pas à une idée particulière, c'est un pur outil grammatical comme que ou si. Que, donc je crois qu'il va faire beau. Que, c'est quoi le sens de que? C'est qu'est-ce qui véhicule comme idée, comme genre d'idée de subordination? Ben, rien du tout. Hein. C'est un simple outil de subordination. Ensuite, si, c'est la même chose. Je me demande s'il va faire beau. Vous voyez que c'est de toute façon exactement l'équivalent de que dans une interrogative. Donc le si n'a aucune valeur autre que introduire une subordonnée. Donc un pur outil grammatical qui ne donne aucune information sur le lien entre la principale et la subordonnée. Dans les circonstanciels, le mot subordonnant, il est de même nature hein, que dans les complétifs. C'est aussi une conjonction de subordination. Mais seulement là, il donne des informations supplémentaires. Il donne des informations supplémentaires qui vont faire que le sens de la conjonction de coordination va nous donner une information sur la nature de la relation entre la principale et la subordonnée. Par exemple, on va dire que quand, hein, je sortirai quand tu auras fini, quand c'est, vous voyez la différence avec que, quand ça donne une indication de temps, parce que ça va donner une indication de cause. Bien que une indication de concession, etc. etc. Là, l'outil de subordination, il a un sens. C'est pas juste comme que ou si. Il a vraiment un sens. Donc on a toutes sortes de relations possibles et ce sont ces relations qui vont permettre un classement sémantique des subordonnées circonstancielles. Donc vous voyez que la définition des subordonnées circonstancielles, au départ, même si de toute façon elles sont toutes de fonctions complément circonstancielles, elle n'est pas fonctionnelle. Hein. C'est à nouveau les propriétés du mot subordonné. Et puis enfin, dans les propositions subordonnées relatives, alors là, le mot subordonnant, il est complètement différent des deux autres cas, puisque il joue aussi un rôle de pronom. C'est pour ça qu'on l'appelle pronom relatif. Alors là aussi, c'est un problème quand même assez embarrassant de dénomination. Pronom relatif, on a l'impression qu'il est sur le même plan que pronom personnel, pronom interrogatif, etc. Oui, dans un certain sens, puisque le pronom relatif, il se substitue bien à quelque chose. Quand vous dites l'homme que tu as vu est un ami, que a pour antécédent l'homme. Donc il fonctionne bien comme un pronom dans ce sens-là. Mais c'est en même temps un outil de subordination. Donc on aurait très bien pu l'appeler conjonction pronominale, pronom conjonctif, pronom relatif. Vous voyez, il y a l'idée de relation qui indiquerait que ça sert à la relation entre une principale et une subordonnée. Mais enfin, ça reste l'idée qu'on est dans un pronom, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est évidemment très insuffisant et très déstabilisant. Parce que d'une certaine façon, le pronom relatif, il est beaucoup plus dans un paradigme, parce que, puisque, etc., que, d'ailleurs, sa forme, pronom relatif, principalement, c'est que, qui, etc. Donc on voit bien qu'il appartient à cette série. Il n'appartient pas du tout à la série je, tu, il, nous, lui, etc. Donc, il est beaucoup plus du côté des conjonctions que des pronoms, dans un sens. Hein. Mais la tradition fait qu'on l'appelle quand même pronom. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de la relative, l'outil subordonnant joue deux rôles. Donc, le pronom relatif, pardon, il joue deux rôles. Il joue son rôle d'outil de subordination, donc de permettre, je rappelle, hein, une subordination, c'est l'inclusion d'une structure phrase dans une autre structure phrase. Mais ça requiert un mot grammatical. Donc, ça permet l'inclusion d'une sous-phrase dans une phrase, mais en même temps, cette fois-ci, le pronom, l'outil de subordination, va avoir lui-même une fonction, puisqu'il est pronom. Il va avoir une fonction. Par exemple, dans l'homme que tu as vu, que est soudé de voir. Alors que dans les complétives ou dans les circonstancielles, l'outil de subordination, il n'a pas du tout de fonction au sens grammatical habituel. On pourrait lui en donner une, on pourrait dire qu'il
Donc, ça fait qu'on va avoir une différence avec un que relatif et puis le que qu'on a vu tout à l'heure dans la conjonctive, je crois qu'il va faire beau. Donc il va y avoir là une petite difficulté de distinguer les différentes sortes de que. Certains que vont être des pronoms relatifs, d'autres que vont être des outils de subordination, des introducteurs de subordonnées complétives. Donc ça va être une petite difficulté à résoudre, mais on la résoudra facilement, puisqu'on verra que dans certains cas, le que il a un antécédent, il a une fonction, puis dans ce cas-là, on conclura à la relative, et dans d'autres cas, il n'y a pas de fonction. Alors maintenant, le cas de... Alors non, je récapitule, et puis ensuite, je vous dis un mot des subordonnées sans mots subordonnants. Donc, on synthétise comme ça pour la première grande catégorie, donc des subordonnées introduites par un mot subordonnant. Vous avez donc les subordonnées complétives introduites soit par que, soit par si. Donc, les conjonctions les subordonnées introduites par si, ce sont les subordonnées interrogatives indirectes totales. Totales. C'est-à-dire, on peut donner une réponse là qui fait par oui ou par non. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, et puis, donc les conjonctives. Donc, vous voyez que dans cette terminologie, on a choisi d'utiliser conjonctive pour distinguer conjonctive de subordonnée interrogative indirecte totale. Bon, en fait, quand on dit subordonnée interrogative indirecte, indirect sert à rien parce que, au fond, comme on est dans une subordonnée, on sait que c'est indirect. Donc on pourrait très bien dire plus simplement proposition subordonnée interrogative totale. Parce que direct et indirect, c'est la différence entre est-ce qu'il fait beau, interrogation directe, je me demande s'il fait beau, interrogation indirecte. Donc vous voyez que de toute façon, l'interrogation indirecte, par définition, elle est dans une subordonnée. Donc si vous dites subordonnée indirecte, vous dites deux fois la même chose. Mais on trouve souvent cette dénomination, donc on peut supprimer indirect. Bref. Donc ça, c'est le premier type, subordonnée complétive. Donc voyez, je disais, on a choisi conjonctif pour distinguer dans les complétives deux sortes. Mais conjonctive, on aurait pu, je veux dire, à la limite, on aurait pu dire conjonctive à la place de complétive. Enfin, peu importe, l'essentiel est de définir une bonne fois pour toutes une terminologie, et c'est ce choix qui a été fait dans la terminologie proposée par le ministère. Ensuite, le deuxième cas, le mot subordonnant est une conjonction de subordination qui indique la relation de la principale à la subordonnée. Il n'y a toujours pas de fonction dans la subordonnée, ce sont les circonstanciels. Donc, je sortirai quand tu auras fini, je sors parce que j'ai envie de prendre l'air. Donc là, une relation de temps, là, une relation de cause. Et puis enfin, le mot subordonnant est un pronom relatif qui joue à la fois un rôle de subordonnant et un rôle pronominal. Et donc, il a une fonction dans la subordonnée, l'homme que tu as vu, l'homme qui te parle. Donc, dans l'homme que tu as vu, que c'est au de voir, l'homme qui te parlait, qui est le sujet de parler. Bon, donc, indépendamment après des différentes sortes de circonstanciels, là c'est pas compliqué, c'est systématique parce que ça va être des causales, quand ça va être des temporels, etc. Vous voyez qu'on a quand même une situation relativement simple. Je veux dire, vous avez trois grands types. Puis le premier type, on peut subdiviser conjonctive, interrogative, indirecte, totale. Mais voilà. À ce stade, si vous voulez, il faut d'abord bien comprendre ce grand classement pour ensuite entrer dans les détails. Oui. Non, c'est vrai que ça c'est un point de morphologie, mais vous faites bien de le dire. Quand on a si plus voyelle, on met l'apostrophe. S'il va faire beau, s'il va faire beau. Je me demande s'il va faire beau. Est-ce que ça, vous l'entendez, ça vous choque pas? En fait, c'est une question que je me suis souvent posée en écrivant. Ouais. Le correcteur orthographique, corrige ou pas. Ah oui, ça, oui, il faudrait vérifier. Ça paraît logique de mettre un apostrophe. Ouais.
Mais alors attention, ça dépend du si, hein, je pense. Parce que je ne suis pas sûr que le si de l'hypothèse, si j'étais riche, etc., s'il était riche, on pourrait dire. Si il était riche, s'il était riche. Si, ça marche aussi. Oui, c'est vraiment un phénomène purement morphologique. Ok, il y avait une autre question? Oui. Alors, par exemple, si notamment quand je mentionne une subordonnée interrogative, on écrit subordonnée interrogative totale. Vous pouvez dire subordonnée interrogative. Oui, vous pouvez dire proposition subordonnée interrogative totale, oui, ou indirecte totale, peu importe, mais c'est vrai, pour simplifier, soit il faudrait dire à ce moment-là proposition interrogative indirecte totale en enlevant subordonnée, soit proposition subordonnée interrogative totale, puisque encore une fois, subordonnée et indirecte disent deux fois la même chose. Vous avez le choix. Oui. Mais il y a aussi des propositions subordonnées complètives, interrogatives partielles, n'est-ce pas? Alors justement, on va en parler dans un instant. Oui, vous pensez à quoi par exemple? Je me demande quand est-ce qu'il viendra. Oui, alors vous allez voir, on en parle tout de suite. Vous voyez et justement, je vais vous montrer qu'elles appartiennent au cas des subordonnés sans mot subordonnant. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, il y a trois grands types dans les subordonnés sans mot subordonnant. Les propositions infinitives et participiales qui sont sur le même modèle, du type j'entends l'oiseau chanter. Donc, vous voyez, vous avez l'oiseau qui chante, qui représente une subordonnée, et puis le fait d'entendre, donc il y a une subordonnée ici, l'ensemble de la subordonnée est COD de l'entendre, et puis l'oiseau est sujet de chanter. Bon, alors, ça je vous dis, cette première analyse que je vais contester ensuite, mais c'est la raison pour laquelle on a parlé de subordonnée infinitive, parce qu'on a effectivement chanté qui a un sujet, oiseau, différent du sujet de la principale. Il y a quelqu'un qui entend et quelqu'un qui chante, et c'est pas la même. Alors que si vous dites Pierre veut chanter, le sujet de chanter c'est le même que Pierre, celui qui veut. Donc, par exemple, si vous dites Pierre veut chanter une chanson, c'est pas une subordonnée infinitive. Parce que le sujet de chanter c'est le même que le sujet de Pierre, de vouloir. Pierre. Bon, même chose pour la subordonnée participiale, le chat parti, les souris dansent. Donc on va y revenir après. Hein. Je fais une présentation générale et ensuite pour chaque type de subordonnée, je vais rentrer dans les détails. Et puis là, donc pour répondre à votre question, la subordonnée interrogative indirecte est partielle cette fois-ci. Donc même remarque, hein, on pourrait dire proposition subordonnée interrogative partielle ou proposition interrogative indirecte partielle. Je me demande qui chante. Alors vous allez me dire, il y a pas un outil de subordination là, le qui? Ben non, c'est pas un outil de subordination. Pourquoi c'est pas un outil de subordination? Parce que quand il n'y a pas de subordonnée, vous dites qui chante? Qui chante? Le qui, c'est un pronom interrogatif. C'est pas un outil de subordination. Je me demande pourquoi tu chantes. Pourquoi? C'est un adverbe interrogatif. Pourquoi tu chantes? Qu'on trouve quand il n'y a pas de subordination. Donc c'est pas un outil de subordination. D'accord? C'est trompeur, hein? Parce que le qui, du coup, ici, il peut être pronom relatif ou bien pronom interrogatif. Mais c'est complètement différent. D'accord? Donc les subordonnées indirectes partielles, on les met dans les subordonnées sans mot subordonné. Alors, entrons un tout petit peu dans les détails maintenant de chaque type de subordonnée. Les complétifs. Alors, grosso modo, il y a une espèce d'équivalence comme ça, globale. Hein. Les complétifs sont plutôt proches des noms, les groupes nominaux. Les relatives, pas toutes, mais une bonne partie, sont plutôt proches des adjectifs. Et les circonstanciels, au fond, se rattachent à des gros adverbes. Les trois grands types de subordonnées correspondent à trois grands types de mots, tout du moins dans leur forme prototypique. Donc, les complétives,
elles ont globalement les fonctions de complément du nom, les fonctions du nom, pardon, et donc très souvent la fonction COD. Donc ça justifie un peu leur nom complétif. Mais en réalité, elles n'ont pas uniquement la fonction COD. On va le voir. Donc, pour le premier type de complétive, la subordonnée conjonctive, eh bien, vous voyez qu'elle peut avoir toutes sortes de fonctions au-delà de la simple fonction de COD. Fonction de sujet, qu'elle n'est pas compris me surprend. Vous voyez, cette proposition qu'elle n'est pas compris, donc ici le subjonctif, etc. Bon, ça, je ne vais pas trop commenter le mode subordonné, mais vous avez toute une proposition, hein, avec un verbe, qui est de fonction sujet de surprendre. D'accord? Attribut du sujet. Mon souhait est que vous réussissiez. Que vous réussissiez, c'est une subordonnée complétive de fonction attribut du sujet, mon souhait. Complément d'objet indirect. Direct, pardon. Je crois que vous avez raison. Complément du verbe impersonnel. Il faut que tu partes. Alors ça, c'est une fonction qu'on n'a pas vue dans le... C'est vrai que c'est un cas particulier dans les fonctions à l'intérieur du groupe verbal, quand on a le cas particulier du verbe impersonnel. Bon, mais ça, c'est vraiment à part. On n'a pas besoin de l'intégrer dans les cours de grammaire pour les apprenants. Complément du nom, la crainte qu'elle parte m'envahit. C'est l'équivalent de la crainte de son départ. Ou la position, alors bon, là aussi c'est un peu marginal, mais c'est avec deux points. Je ne souhaite qu'une chose, que vous réussissiez. Que vous réussissiez à poser à une chose. Donc comme je l'ai déjà dit, hein, la complétive, ça ne signifie pas forcément qu'il est subordonné au complément. Ça va, la question? Alors, la subordonnée interrogative indirecte totale. Donc, elle correspond à une interrogation totale. Hein. Donc, par exemple, si vous prenez « je me demande s'il fera beau demain », c'est une interrogation indirecte, mais l'interrogation directe correspondante, c'est « fera-t-il beau demain » ? Fera-t-il beau demain? Je me demande s'il fera beau demain. Et fera-t-il beau demain? Je réponds par oui, par non. Donc, c'est une interrogation totale. Et l'interrogation partielle, ce sera par exemple, je me demande pourquoi il est parti. Là, vous ne répondez pas par oui ou par non. Je me demande comment il a réussi à faire ça. Je me demande, etc. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre interrogation totale et interrogation partielle. Donc, du point de vue de sa fonction, elle est vraiment là en général, toujours c'est. Hein, je me demande s'il fera beau. S'il fera beau, et c'est OK, quelque chose. Alors, passons maintenant aux circonstancielles. Alors, les circonstancielles, on l'a vu, elles se caractérisent par le fait qu'elles ont un outil de subordination qui, à la différence de que et de si, n'est pas un pur outil grammatical, mais contient des informations sémantiques, et donc ces informations sémantiques permettent de signifier la relation entre la principale et la subordonnée. Une fois qu'on a identifié la proposition subordonnée circonstancielle, alors rappelez-vous, hein, il y a toutes sortes de difficultés liées à la frontière, c'est plutôt pour les compléments circonstanciels qu'on avait des difficultés pour la frontière entre le complément du verbe et le complément circonstanciel. Dans le cas des subordonnées circonstancielles, le problème ne se pose pas, sauf à la limite pour le si, parce que
il faut être capable de faire la différence entre le si de je me demande s'il fera beau demain et le si de s'il réussit son examen, il sera beau. Bon, ben ça, c'est quand même, là, il y a une différence sémantique tellement importante que je ne vois pas bien comment on pourrait faire la confusion. Donc, on les classe après, si vous voulez, l'ensemble des circonstanciels, on les classe en fonction du sens, hein, puisque c'est l'outil de subordination qui nous donne l'information. Donc, vous avez d'abord les circonstanciels de temps, donc introduites par quand, lorsque, après que, etc. Alors là, dans le cas des circonstanciels de temps, vous avez évidemment on peut raffiner l'analyse en disant est-ce que la subordonnée, est-ce que la relation de subordination indique une coïncidence? Est-ce que ça se passe en même temps que la principale? Est-ce que ça se passe après, avant, hein? Donc pendant que ça va être en même temps, après que il y aura une relation après, avant que ce sera dans l'autre sens, etc. Donc c'est comme ça qu'on analyse les subordonnées de temps en examinant si la relation temporelle installe un ordre chronologique, hein, entre la principale et la subordonnée. Ensuite, vous avez la causale, hein, subordonnée circonstancielle de cause, qui est introduite par parce que, puisque, dès lors que. Alors après, c'est pareil, on peut toujours. Je ne donne pas les analyses approfondies, on pourrait discuter longuement sur la nuance entre parce que, puisque. L'idée que ça indique une cause aussi. Je veux dire. Je sais pas, bon, si on prend un exemple comme. La rivière ne coule plus parce que l'été a été très sec. Est-ce qu'on pourrait mettre puisque là? Ça me paraît bizarre. La rivière ne coule plus. Puisque. Il faudrait changer l'ordre. Ouais, voilà. Ça pourrait fonctionner si on change l'ordre. Mais on voit bien qu'avec puisque, il y a une espèce de présupposition. Il y a l'idée que la cause, elle est déjà partagée, on le connaît déjà. Hein, qui est une présupposition qu'on n'a pas avec parce que. Ensuite, il y a la conséquence, c'est. Alors là, dans l'autre sens, hein, l'été a été très sec, si bien que, de sorte que la rivière ne coule plus. Donc c'est exactement l'inverse de la rivière ne coule plus parce que l'été a été très sec. Donc il y a entre la cause et la conséquence une relation inverse d'un point de vue logique. Ensuite, il y a le but exprimé par des conjonctions. Je dis conjonction, mais on pourrait dire locution conjonctive, hein, mais ça ne change rien, mais bon, si bien que, c'est pas un seul mot, hein, mais parce que non plus d'ailleurs, etc. Donc on a toujours que, mais avec d'autres éléments qui complètent le sens de la conjonction. Bon. Donc le but, c'est pour que, afin que, de peur que, donc je vous l'ai donné pour que vous l'utilisiez. Il y a l'hypothèse avec si vous venez, nous irons à la plage. Et donc, avec toutes les variations possibles de type d'hypothèse, hein, si vous venez, nous irons à la plage. Si vous veniez, nous irions à la plage. Si vous étiez venu, nous serions allés à la plage, etc. Enfin bref, donc il y a toutes sortes de façons de faire varier la nature de l'hypothèse entre est-ce que c'est une hypothèse réalisable dans le futur, avec beaucoup de chances de se réaliser, avec peu de chances de se réaliser. Est-ce que c'est une hypothèse qui était réalisable dans le passé, mais c'est trop tard maintenant, hein. Si vous étiez venu, nous serions allés à la plage, etc. Donc, il y a toutes sortes d'analyses possibles, d'approfondissement de la notion d'hypothèse. Ensuite, il y a la concession. Alors ça, c'est un tout petit peu plus subtil comme type de relation que les précédentes, qui sont, je pense, très faciles à concevoir. Qu'est-ce que c'est exactement que la concession? Je déménagerai demain, bien que la maison ne soit pas achevée. Alors, une façon, je trouve, assez parlante de décrire la relation de concession, c'est dire que c'est la non-opérativité d'une cause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, la concession, c'est une certaine sorte de quota. Par exemple, prenez un autre exemple, ça c'est pas. Je sais pas, moi, il est venu bien qu'il soit malade. Qu'est-ce que. En fait, il y a une relation dans la concession, qu'est-ce qu'on veut dire?
il est venu bien qu'il soit malade. Ça veut dire que normalement, quand on est malade, on ne vient pas. D'accord? Donc c'est ça la relation de cause. On dit, il y a une espèce de cause présupposée. Quand on est malade, on ne vient pas. Et ce que dit la concessive, c'est qu'il y a bien cette cause, mais là, elle ne fonctionne pas. D'accord? Bien qu'il soit malade, il ne vient pas. Donc, ça veut dire que l'interlocuteur, enfin, on partage l'idée que quand on est malade, on ne vient pas, mais là, cette cause, elle ne fonctionne pas pour une raison quelconque, locale, etc. Bon, là, dans l'exemple, je déménagerai demain, bien que la maison ne soit pas achevée. La cause sous-jacente, c'est que normalement, quand la maison n'est pas terminée, ce n'est pas le moment de déménager. Mais là, on reconnaît que effectivement, c'est pas normal qu'on fasse comme ça. Il y a bien une cause qui normalement fait qu'on ne devrait pas agir de cette façon-là, mais on agit quand même de cette façon-là. Donc, il y a toutes sortes de présupposés. C'est très intéressant la concession parce qu'on voit tous les présupposés qui peuvent émerger. On peut créer des présuppositions. Je sais pas. Si vous dites, je n'importe quoi, il est intelligent bien qu'il soit beau, par exemple. Ça présuppose qu'en général, quand on est beau, on est stupide. Bon, voilà, c'est pas du tout un présupposé partagé. Là. Oui. C'est intéressant de voir les présupposés d'un sujet, notamment dans une communauté des parents. Oui, bien sûr, ce présupposé, il existe dans une communauté de sujets parlants, dans une communauté culturelle en général. Et on pourrait imaginer, ça je n'ai pas d'exemple en tête, mais qu'un genre de relation de concession puisse exister dans une certaine culture qui n'existe pas dans une autre. Voilà, donc ça c'est très intéressant la concession. Et vous avez même un cas que je n'ai pas mis parce que ça complique quand même un peu les choses, un type de subordonné qu'on appelle l'hypothético-concessive. C'est-à-dire c'est la même chose que la concessive, mais en fait, cette relation causale, elle est en hypothèse. Par exemple, fût-il intelligent, il ne réussira pas parce qu'il est paresseux. Fût-il intelligent. Donc on dit que, fût-il intelligent, il ne réussira pas. Vous voyez la différence avec bien qu'il soit intelligent, il ne réussira pas, parce qu'il est paresseux. Pourquoi? Bien qu'il est intelligent, il ne réussira pas, on comprend bien la causalité. Puisque normalement, quand on est intelligent, on réussit. D'accord? Donc là, c'est la concessive normale. Mais si je dis fût-il intelligent, je parle de la non-opérativité d'une cause hypothétique. Même s'il était intelligent, c'est pas grave. Bon, voilà. Et ça, de toute façon, c'est un raffinement sur la concession. Ensuite, la comparaison. Ah, là, c'est simple, un comme ainsi que, etc. Alors, il faut juste se méfier de comme. Parce que comme peut aussi avoir une valeur temporelle. Parfois, c'est un peu indistinct. Et puis, donc, la comparaison hypothétique, comme si, je la connais, comme si je l'avais faite, qui est donc un type particulier de comparatif. Alors, un petit point que j'ajoute, mais là aussi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut enseigner, c'est plutôt quelque chose qu'il faut connaître pour l'éviter dans les textes, et quand on travaille avec les élèves, c'est le cas de la corrélation. La subordonnée corrélative, enfin du système corrélatif. Dans certains cas, si vous voulez, vous avez une structure de la subordination qui suppose un outil qui anticipe la subordonnée. Par exemple, il a tant plu que la rivière a débordé. Donc là, c'est très embêtant à analyser, c'est pour ça que je vous le signale pour que vous connaissiez et que vous évitiez. C'est pareil que si vous aviez, il a beaucoup plu, si bien que la rivière a débordé. D'accord? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une consécutive, une subordonnée circonstancielle de conséquence. Mais cette consécutive, elle est exprimée avec une corrélation. C'est-à-dire que la subordonnée, elle est annoncée par le mot temps ici.
Même chose pour certaines comparatives. Elle est aussi intelligente que sa mère l'était. Hein, c'est une proposition comparative corrélative, mais tout simplement équivalente à elle est intelligente comme sa mère l'était, ou autant que sa mère l'était. Oui, ce serait plus juste d'ailleurs pour rendre compte de l'espèce de gradation qu'on a dans aussi. Il faudrait dire plutôt elle est intelligente autant que sa mère l'était. Mais vous voyez que on a une structure ici qui est corrélative. Et on a aussi ça dans les causales. Elle est d'autant plus déçue qu'elle avait beaucoup travaillé. D'autant plus déçue qu'elle avait beaucoup travaillé. C'est la même chose qu'elle est déçue parce qu'elle avait beaucoup travaillé. Mais on a cette structure avec d'autant que. Donc, c'est trompeur parce que, si vous voulez, dans un texte, vous voyez le que, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de complétive, tout ça, mais ça marche avec un outil de corrélation qui, en fait, est une espèce de disjonction, de la locution conjonctive, un peu. Hein. Bon. Donc, le mieux, c'est vraiment d'éviter ce genre de cas dans les textes avec lesquels on travaille pour l'enseignement. Alors, parlons maintenant des subordonnées relatives. Comment ça fonctionne, les subordonnées relatives? Donc, je rappelle hein, la différence des complétives et des circonstancielles. Donc, l'outil de subordination a aussi une fonction. Donc, en fait, dans les relatives, il faut bien être conscient qu'il y a toujours deux fonctions. Hein. Il y a la fonction de la relative elle-même et la fonction du pronom relatif. Alors que dans toutes les autres subordonnées, il n'y a que la fonction de la subordonnée qui compte, puisque l'outil de subordination, il n'a pas de fonction. Bon, on a vu, hein, les complétives, elles peuvent avoir toutes sortes de fonctions, sujet, complément, etc. Les circonstancielles, toutes sortes de fonctions circonstancielles. Et les relatives, elles vont avoir différentes sortes de fonctions, mais il va falloir distinguer la fonction de la relative de la fonction du pronom relatif. Par exemple, la femme que tu as vue est une amie. Que tu as vue fonctionne comme une extension de femme, en fait. Donc on va dire qu'elle est une fonction épithète de femme. Hein, la relative tout entière que tu as vue. Mais le que, il est COD de voir. D'accord? Donc il y a bien une distinction entre la fonction de la relative et la fonction du pronom. Ça, il faudra bien le distinguer dans vos analyses. Donc, ensuite, on va distinguer les relatives, non pas selon la fonction du pronom, ça c'est pas très pertinent pour les structures d'insertion, si vous voulez, ce qui nous intéresse dans les relatives, c'est qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que produit l'effet global de la relative dans la phrase. Hein. Bon, eh bien, en fait, il y a d'abord une première distinction entre deux grands types de relatives. Certaines fonctionnent plutôt comme des adjectifs, d'autres plutôt comme des noms. Alors, la relative prototypique, c'est quand même la relative adjective. Hein. C'est pour ça que ça reste un peu assez juste quand même de dire que dans les relatives, elles sont proches de la catégorie adjective, au même titre que les circonstances sont proches de l'adverbe et les complétifs proches de nous. Donc, les relatives adjectives, du coup, elles peuvent avoir des fonctions épithètes ou appositions, qui sont des fonctions assez typiques des adjectifs, mais qui sont aussi d'ailleurs des fonctions possibles des noms. Et c'est là où on retrouve cette notion de distinction entre la réduction d'extension ou pas réduction d'extension qu'on a vu dans la fonction d'apposition. Donc prenez la phrase « Les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes ». D'accord? Donc il y a deux interprétations. Si vous ne mettez pas de virgule du tout et avec une intonation appropriée, vous comprenez que seuls ceux qui ont bien révisé ont eu une bonne note. Hein. Les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu une excellente note. D'accord? Donc on a l'ensemble des élèves et le sous-ensemble des élèves qui avaient bien révisé. Et seuls les élèves qui ont bien révisé ont obtenu d'excellentes notes. Mais si vous mettez des virgules pour désambiguiser, les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes. Donc là, ça veut dire que tous avaient bien révisé et tous ont eu d'excellentes notes. Donc là, il n'y a pas de réduction d'extension. Vous voyez que votre relative adjective, dans certains cas, elle réduit l'extension du nom et dans d'autres cas, pas du tout.
Donc dans un cas, ça correspond à la fonction épithète, et dans l'autre cas, la fonction apposition. Donc soit on dit que la relative est de fonction épithète, ou bien relative de fonction imposée, mais il y a une autre façon de faire qui est de dire, mais qui revient exactement au même, hein, qu'on a deux types de relatives. On a les relatives restrictives et les relatives appositives. Ouais. Restrictives et appositives. Donc, restrictif pour la fonction épithète et appositif pour la fonction apposition. Là, vraiment les deux terminologies se superposent et là, il n'y a absolument aucun enjeu théorique sur la distinction entre les deux. Alors maintenant, quelle que soit leur fonction à ces propositions relatives, adjectives, elles se distinguent après, effectivement, par la fonction du pronom relatif. Alors, là, il faut faire toujours une petite opération mentale de dérelativisation, si vous voulez. Il faut essayer de retrouver les deux phrases avant que la relative soit intégrée dans la précédente pour trouver la fonction. Alors, dans les deux premiers cas, c'est très facile, mais dans l'homme qui te parlait est un ami, vous avez deux phrases. Vous avez cet homme est un ami, mettons. Je suis obligé de changer un peu le déterminant parce que justement la relative elle joue un rôle ici. Un rôle, justement, là c'est une. D'ailleurs, ça se trouve, oui, tous les exemples que je donne ici sont des exemples de relatives restrictives, c'est-à-dire de fonctions épithètes. Les relatives épithètes, évidemment, puisqu'elles sont restrictives, elles sont indispensables au sens de la phrase, alors que les appositives, elles apportent juste une petite description supplémentaire. Quand je dis les élèves, virgule, qui avaient bien révisé, virgule, ont eu d'excellentes notes, je dis exactement la même chose si je dis les élèves ont eu d'excellentes notes. Alors que si c'est une restrictive ou une épithète, seuls les élèves qui avaient révisé ont eu d'excellentes notes. À ce moment-là, je ne dis pas du tout la même chose si j'enlève la relève. Hein. Bon, l'homme qui te parlait est un ami, il y a une première phrase, cet homme est un ami, puis une deuxième phrase, cet homme te parlait. D'accord? Donc qui est une fonction sujet. L'homme que tu as vu est un ami, ça veut dire cet homme est un ami, et puis tu as vu cet homme, tu as vu que. Donc, que et COD de voix. C'est dans l'homme. L'homme à qui tu parlais est un ami. L'homme à qui tu parlais est un ami, cet homme est un ami, et puis tu parlais à cet homme. À qui? Donc, COD. L'homme à qui tu lui as donné ce livre, alors vous voyez, là c'est le verbe donner qui a deux compléments, donner quelque chose à quelqu'un, et c'est le qui, ici, est complément d'objet indirect. L'homme dont tu parlais est un ami. C'est tu parlais de cet homme, parler de quelqu'un, dont remplace de quelqu'un. Donc, c'est un singulier. L'homme auquel tu parlais à cet homme. Auquel. Alors oui, je ne vous ai pas dit, il y a deux séries de relatifs. Hein, il y a la série qui, que, quoi, dont, où, qui est la série historique qui vient du latin. Une série qui a été créée en français, lequel, laquelle, etc., qui n'existait pas du tout en latin. Hein. Bon, enfin, peu importe, il y a aussi des cas intéressants, justement, oui, j'y pense, là, c'est vrai, je n'avais pas pensé à parler de ça, mais c'est vrai que, comme en ce moment, il y a toutes sortes de réflexions sur le rapport entre la cause animale et le langage. Hein. Il y a d'ailleurs... ah, pardon, il y a une question, alors allez-y. L'homme à qui tu parlais et l'homme auquel tu parlais, ça veut dire la même chose? Oui, oui, ça veut dire exactement la même chose. Hein. Il va y avoir des cas, le pourquoi on emploie ce type de pronom. Ça reste encore pas complètement clair en français. Il y a des cas assez clairs dans lesquels on veut, par exemple, identifier grâce au genre, parce que auquel, à laquelle, etc., ça permet parfois de lever l'ambiguïté sur un antécédent où il pourrait y avoir un antécédent masculin et un antécédent féminin. Donc on va utiliser lequel, laquelle. Et puis il y a un autre cas, justement, c'est celui dont j'allais vous parler, qui a à voir avec la question de la question animale. Hein, et je vous disais qu'effectivement, il y a toutes sortes de réflexions aujourd'hui sur langage et animal. Hein. Non seulement sur le fait de savoir si les langages ont ou pas, si les animaux ont ou pas un langage, donc ça c'est une vieille question à laquelle, au fond, la réponse n'a pas tellement évolué. Les espèces
animales non humaines n'ont pas de langage au sens du langage des êtres humains, mais ils ont des systèmes de communication plus ou moins élaborés, mais il n'y a pas de langue chez les animaux comme il y a des langues chez les humains. Mais cela dit, certains défenseurs de la cause animale disent qu'il faut quand même qu'on parle de langue dans le cas des animaux, parce que si on ne parle pas de langue dans le cas des animaux, ça crée une espèce de discrimination qui est favorable au développement du spécisme. Et le spécisme, vous le savez peut-être, c'est une idéologie qui consiste à dire qu'il y a une distinction fondamentale entre l'espèce humaine et l'espèce animale, non humaine, et les espèces animales non humaines. Une distinction fondamentale et donc une supériorité, hein, ce serait le présupposé qu'il y a une supériorité de l'humain sur l'animal qui lui permet de les tuer s'il veut, etc. Bref, donc la notion même de spécisme elle est discutable, hein, puisque évidemment ça a été créé par les antispécistes. La notion de spécisme a été créée par les antispécistes pour dire vous êtes des méchants spécistes parce que vous mangez des animaux, etc. Bon, bref. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que d'abord parce qu'il y a un livre de Catherine Kerbrauer-Recchioni que vous connaissez tous, sans doute vous avez sûrement vu passer son nom dans les études sur l'alimentation, qui s'appelle Nous et les autres animaux, que je vous conseille, qui est un gros livre, hein, publié chez Lambert Lucas, qui parle de ça, et qui aborde toutes sortes de questions liées à l'inscription, à des inscriptions spécistes dans le lexique. Par exemple, vous allez dire pour une femme qui accouche, vous allez dire accoucher, mais vous ne direz jamais ça pour un animal, vous allez dire mettre bas. Vous parlez d'un visage pour les êtres humains, mais pas d'un visage pour un chat ou un chien, etc. Bon. Alors il y a des conséquences grammaticales aussi pour les relatifs. Parce que quand le pronom relatif qui n'est pas de fonction sujet, normalement, il ne peut renvoyer qu'à un animé humain. Par exemple, vous allez dire l'homme à qui j'ai parlé, mais vous ne pouvez pas dire le livre à qui j'ai pensé. C'est là où vous avez obligatoirement auquel, le livre auquel j'ai pensé. Mais, quand c'est un animal, est-ce que vous allez dire le chien auquel j'ai pensé ou à qui j'ai pensé? Le chat à qui j'ai pensé, auquel j'ai pensé? Bon, bah, les études, enfin une première étude qui a été faite récemment, là, montre qu'on va pouvoir dire quand même qui pour chat et chien, mais jamais pour cheval, etc. Donc pour les animaux proches de l'homme. Donc vous voyez comment la grammaire nous dit des choses sur leur relation qu'on a avec les animaux. C'est intéressant, hein, quand même. Enfin bref, il y a toutes sortes d'études là-dessus. Et d'ailleurs, je vous signale, même vous ne serez plus ici, malheureusement, il y a un colloque sur ce sujet, langage et conditions animales. Aspect langagier contemporain de la cause animale, au mois de juin à la Sorbonne, un colloque sur ce sujet. Voilà. Voilà pour les étudiantes qui ne vont pas repartir maintenant, voilà, vous aurez la formation, on vous la redire. Bien, donc ça, c'était pour les relatifs de fonction COI. Donc vous avez aussi la relative de fonction complément du nom, donc faites attention, dont c'est simplement un pronom qui intègre la préposition de. Donc évidemment, ça se prête à des fonctions de type COI, mais aussi à des fonctions de type complément du nom. J'ai aimé le livre dont cet homme est l'auteur. Cet homme est l'auteur de ce livre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que là, il faut vraiment reconstituer la subordonnée avant la relativisation, avant qu'elle devienne une subordonnée relative. L'homme est l'auteur de ce livre, donc dont et complément du nom, auteur. L'homme est l'auteur de ce livre est pronominalisé par dont, donc dont est fonction complément du nom. Et puis, avec ou en particulier, on a le pronom relatif de fonction complément circonstanciel. La ville où je travaille est près d'ici. Alors là, il faut faire un tout petit peu attention parce qu'il peut y avoir des cas où en fonction du verbe, c'est plutôt un complément d'objet indirect. Hein. Par exemple, je vais où le vent me porte. Hein. Comme le verbe aller, c'est un C8 derrière. Là, où le vent me porte, ça va être C8. Alors, ensuite, donc, on a les relatives dites substantives.
Alors ça, c'est un cas un peu particulier où la relative, en fait, elle prend un statut plutôt nominal, et elle se caractérise par le fait que, donc du coup, elle va avoir des fonctions plutôt nominales, sujet, COD, COI, etc. Et puis, le pronom relatif n'a pas vraiment d'antécédent, hein, ou alors on peut dire qu'il a un antécédent, mais un antécédent un peu générique. De quoi on parle? On parle d'exemples du type « Qui veut voyager loin ménage sa monture », hein, pour les proverbes. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc vous voyez tout de suite, c'est pas prototypique. Ça existe bien sûr en français, mais ça n'est pas tout à fait prototypique. Donc, comment ça fonctionne? Qui veut voyager loin, c'est la relative, mais c'est quoi l'antécédent de qui? Bah, c'est un antécédent générique, hein. N'importe qui, celui qui, etc. Donc on n'a pas la même structure. Et puis on a qui veut voyager loin, tout l'ensemble qui est sujet de verbe ménager. Donc vous voyez, on n'a plus du tout une relative qui va restreindre l'extension d'un nom ou alors restreindre l'extension d'un type nominal. Et qu'on dise qui veut voyager loin ménage sa monture ou celui qui veut voyager loin ménage sa monture, on a la même structure. Donc le plus simple, c'est d'analyser les deux structures sur le même modèle, c'est-à-dire de considérer que celui qui est l'équivalent de qui, et surtout de ne pas considérer celui comme un pronom qui a une relative qui, etc. Donc on va considérer celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Dans cette phrase, on va considérer celui qui veut voyager loin comme une relative substantive. On ne va pas séparer le qui veut voyager loin. Donc les fonctions de ces relatives substantives, c'est la fonction sujet, comme dans l'exemple qu'on vient de voir, la fonction COD, j'aime qui m'aime. Vous voyez là encore, le qui n'a pas d'antécédent défini, enfin caractérisé, c'est un antécédent générique, n'importe qui m'aime, quiconque m'aime. J'aime ce que je veux, là c'est COD, avec un ce qui est ce que, ici, on l'analyse comme un seul pronom relatif, disons, comme celui qui veut voyager loin, etc. COI, donne-le à qui tu voudras, donne-le à celui que tu voudras. Fonction attribut, je ne suis pas qui vous croyez, je ne suis pas celui que vous croyez. Et donc, je récapitule que pour la relative, il y a plusieurs choses à dire sur le relatif. Bon, d'abord, comme toutes les subordonnées, ça, faites bien attention à l'examen et même quand vous faites cours, de bien, il y a une chose très importante qui est de délimiter la proposition. Où elle commence, où elle termine. Surtout où elle termine. Parce qu'après, vous avez des relations d'inclusion de propositions les unes dans les autres, donc il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, l'identification de la fonction de la relative. Bon, alors évidemment, avant, il faut dire, je ne l'ai pas précisé, mais sa fonction, elle dépend du fait qu'elle soit une adjective ou une substantive. Hein. Donc, si c'est une adjective, la fonction, ça va être épithète apposée. Si c'est une substantive, ça va être toutes les fonctions qu'on vient de voir, voilà, le sujet, COD, etc. Ensuite, il y a l'identification du pronom relatif et de son antécédent. Pronom relatif, alors uniquement pas dans les substantives, hein, puisqu'il n'y a pas d'antécédent, mais dans les relatives, on va avoir un antécédent à identifier. Et puis ensuite, la fonction du pronom relatif. Donc vous voyez, il y a au moins 4 choses à dire dans l'analyse des subordonnées relatives. Alors on termine maintenant avec les subordonnées sans conjonction de subordination. Donc la subordonnée infinitive, tout d'abord, avec des exemples du type j'entends, voilà, ça c'est l'exemple prototypique. Hein. C'est comme fois, pour chaque type, ayez un exemple, enfin pour chaque sous-catégorie subordonnée, ayez un exemple type en fait. Hein. La subordonnée infinitive, c'est j'entends l'oiseau chanter. Alors le problème, c'est que, bon, d'abord il faut bien comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on ait un sujet propre, un sujet autonome. Il faut qu'il y ait un sujet de l'infinitif qui soit différent du sujet de la principale. Donc j'entends l'oiseau chanter, j'ai bien chanter dont le sujet serait l'oiseau et entendre dont le sujet serait je. Simplement, depuis longtemps, les linguistes ont remarqué que ce sujet, ben, c'est un sujet quand même très bizarre,
Parce qu'en fait, quand je pronominalise, j'entends l'oiseau chanter, ça donne je l'entends chanter. Et pas j'entends il chanter. Donc ça montre que l'oiseau, il n'est pas de fonction sujet en fait. Il est de fonction COD. Donc c'est très bizarre. Hein. Alors en fait, c'est pas un sujet au sens grammatical du terme, c'est l'agent du verbe chanter, c'est-à-dire c'est celui qui fait l'action, mais il n'est pas de fonction sujet. Alors, comme il n'y a pas de sujet dans cette proposition, certains auteurs considèrent qu'il n'y a pas vraiment de subordonnée infinitif. C'est pas une subordonnée en fait. C'est pas une subordonnée parce qu'il n'y a pas de sujet. Donc on ne peut pas avoir une proposition sans sujet. Donc ce serait la fusion de deux propositions. J'entends un oiseau, l'oiseau chante, et on fusionne en disant j'entends l'oiseau chanter. Mais bon, dans l'analyse scolaire, on garde cette idée qu'on a une subordonnée infinitive. Bon, ça vient aussi du latin, hein, parce que en latin, on mettait bien ça à l'accusatif. Hein. L'agent du verbe intégré. Mais en français, on fait la différence en grammaire française. Je pense que la différence entre l'isolement, si vous voulez, la mise en évidence de la particularité de ce type de structure vient du fait qu'on veut distinguer justement avec les cas où on a un infinitif qui n'a pas d'agent propre. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous dites Pierre veut chanter une chanson, ça n'est pas comme l'oiseau chanter. Hein. Pierre veut chanter une chanson est simplement COD de vouloir, avec chanson COD de chanter, mais chanter et vouloir ont tous les deux le même sujet. Pierre veut chanter une chanson. C'est Pierre qui veut et Pierre qui chante. Donc il n'y a pas un sujet autonome, propre, un sujet isolé, hein, de la subordonnée. Voilà. Donc on parle de proposition infinitive, mais il y a une éventuelle contestation. Et c'est la même chose pour la participiale. On pourrait faire le même genre de raisonnement. Donc il y a deux sortes de participiales, soit au participe présent, soit au participe passé. Le temps s'améliorant, ils décidèrent de sortir, de chaque partie les souris dansent. Donc vous voyez que chaque fois c'est la même chose. Il faut que dans le verbe de la subordonnée participiale, l'agent soit un agent différent du sujet de la principale. Là, pour danser, j'ai les souris dansent, et pour partir, j'ai le chat, qui est donc un sujet, un agent, hein, parce que là aussi, si je pronominalise le chat, je vais dire quoi? Je vais dire lui parti, donc c'est pas du tout une fonction sujet. Dans ces cas-là, on a des équivalences, hein, avec des causales. Vous voyez, quand je dis le temps s'améliorant, ils décidèrent de partir, c'est l'équivalent d'une causale, puisque le temps s'améliore, ils décident de partir. Le chat est parti, les souris dansent. On pourrait l'analyser comme une temporelle ou comme une causale. Hein. Quand le chat est parti, les souris dansent, puisque le chat est parti, les souris dansent. Donc, ce sont des structures qui ont quand même des qui ont des équivalences dans des subordonnées plus classiques. Alors ensuite, donc, le dernier cas de figure, la subordonnée interrogative indirecte partielle. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien une interrogation indirecte, hein, puisqu'il y a une subordonnée, mais on n'a pas, on est dans une interrogation partielle parce que l'interrogation porte sur un constituant. Par exemple, si vous dites je demande à qui ce livre appartient, l'interrogation elle porte sur le COI d'appartenir. Elle ne porte pas, sinon vous diriez je demande si le livre appartient à quelqu'un, et là vous pourrez vous dire oui ou non. Donc
l'important, encore une fois, c'est de remarquer que le qui ici n'est pas un outil de subordination, parce que si vous enlevez la subordonnée, vous obtenez la phrase « à qui ce livre appartient ?» À qui ce livre appartient-il? Donc l'interrogation directe se fait avec les éléments qui ou à qui, les éléments interrogatifs. Donc ce ne sont pas des outils de subordination. Donc la subordonnée interrogative et directe partielle, c'est l'équivalent d'AGN. Elle peut avoir en général une fonction sujet ou COD. Comment cela est arrivé ne nous regarde pas, vous voyez, ça c'est la fonction sujet. COD, je me demande à qui ce livre appartient. Donc attention, ce n'est pas parce que vous avez le A que vous avez une... Je me demande quelque chose. Je demande quelque chose, pardon. Donc COD. J'ignore où je suis. COD. L'introducteur de la proposition interrogative partielle, ça peut être un pronom interrogatif, qui ou que, ou bien un groupe nominal introduit par le déterminant interrogatif quel. Je me demande quel est bien sa question. Ou bien encore l'adverbe interrogatif du type où, quand, pourquoi, etc. Ok. Alors voilà, maintenant il reste à s'entraîner. Donc je vais vous proposer un texte, et puis en même temps, si vous voulez, je vais vous laisser un temps, si vous voulez faire une petite pause, mais je vais vous distribuer tout de suite le texte. J'ai fait un tirage papier pour que ce soit plus pratique. Par contre, j'ai mis 2 fois, il faudrait les couper en 2, les feuilles, parce que j'ai mis 2 textes pour chaque. Alors, je reprends donc, je vais commencer peut-être d'abord par lire le texte, souvent on se précipite sur l'analyse grammaticale. C'est un extrait d'un roman très peu connu, à mon avis, de Lamartine, de Raphaël, qui présente l'avantage pour cet exercice d'avoir une série de subordonnées assez variées et assez simple, à mon avis, à identifier. Alors bon, c'est l'incipit du roman. C'est le tout début du roman, et vous voyez tout de suite la caractérisation romantique presque caricaturale ici. Alors, lisons le texte, et vous me direz s'il y a des points qui vous paraissent curieux, enfin, à mon avis, pas tellement, mais le vrai nom de l'homme qui a écrit ces pages n'était pas Raphaël. Nous lui donnions souvent par badinage, ses autres amis et moi, parce qu'il ressemblait beaucoup dans son adolescence à un portrait de Raphaël enfant, qu'on voit à Rome, dans la galerie Barberini, à Florence, dans le Palais Pitti, et à Paris, dans le musée du Louvre. Nous lui donnions aussi ce nom parce que cet enfant avait pour trait distinctif de son caractère le sentiment le plus vif du beau dans la nature ou dans l'art, dans les œuvres de Dieu comme dans celles des hommes. Il était d'une sensibilité exquise et presque maladive, avant que le temps l'eût un peu émoussé. Nous disions en faisant allusion à ce sentiment qu'on appelle le mal du pays, qu'il avait le mal du ciel. C'est vraiment typique pour nous. Cette passion du beau le rendait malheureux. Dans une autre condition, elle aurait pu le rendre illustre. Il n'aimait pas moins le bien que le beau, mais il n'aimait pas la vertu parce qu'elle était sainte, il l'aimait surtout parce qu'elle était belle. Sans aucune ambition dans le caractère, il en aurait eu dans l'imagination. S'il eût vécu dans ces républiques antiques où l'homme se développait tout entier dans la liberté, comme le corps se développe sans ligature dans l'air libre et au plein soleil, il aurait aspiré à tous les sommets comme César, il aurait voulu parler comme Démosthène, mourir comme Caton. Mais sa destinée humiliée, ingrate et obscure, le retenait malgré lui dans l'oisiveté et dans la contemplation. Il avait des ailes à ouvrir et l'atmosphère ne le portait pas. C'est presque l'albatros, ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Enfin bref. Oh non, mais c'est amusant, c'est intéressant comme texte quand même. Bon, passons. Alors, combien vous avez trouvé de subordonnées dans ce texte? Combien? Allez, on va faire les paris. Ah, vous pouvez être précise, une dizaine, ça peut être 9, 12, combien? 10. Oula, 14, là, vous battez les records. 12. Qui dit mieux? 12. Bon, il y en a, à mon avis, il y en a 12. Je vous donne d'abord la liste. La liste des occurrences, donc des subordonnées, et ensuite, on va faire l'analyse. Donc il y a d'abord le vrai nom de l'homme qui a écrit ces pages. Donc je délimite bien. Nous le lui donnions, donc ça on va voir que c'est une relative bien sûr. Nous le lui donnions souvent par badinage
voisinage, ses autres amis et moi, parce qu'ils ressemblaient beaucoup, c'est jusqu'à la fin de la phrase. Tout ça, ça va être une circonstancielle. Ensuite, à l'intérieur de cette circonstancielle, on a « convoi Rome dans la galerie Barberini », qui va être une relative. Quatrième occurrence, nous lui donnions ce nom parce que cet enfant, jusqu'à la fin de la phrase, encore une cause, une subordonnée circonstancielle. Il était d'une sensibilité exquise et presque maladive avant que le temps l'eût un peu émoussé. Là, on va avoir encore une circonstancielle. Nous disions, en faisant allusion à ce sentiment qu'on appelle le mal du pays. Donc, ici, c'est une relative, on va voir ça. Nous disions dans la même phrase, mais juste après, qu'il avait le mal du ciel. Ça va être une complétive. Ça, attention, il n'aimait pas moins le bien que le beau. Le que, il est lié à la structure comparative, mais il n'y a pas de subordonnée ici. Hein. Il y a un que qui n'introduit pas une subordonnée. Mais il n'aimait pas la vertu parce qu'elle était sainte, il l'aimait parce qu'elle était belle. Ah, par contre, oui, j'ai compté une seule occurrence ici, mais il y en a deux, c'est vrai. Hein. Donc ça ferait 13, en fait. Hein. Mais je les ai comptés comme une seule ici, parce qu'elles sont parallèles. Pardon. Oui. En faisant allusion à ce sentiment qu'on appelle le mal du pays, en faisant allusion, c'est pas une subordonnée? Non, parce que c'est le même sujet. Nous dit, c'est le sujet de faire allusion est le même que celui de dision. Donc c'est pas une participiale. Donc c'est la position. Non, mais ça ne change rien. C'est juste une structure participiale, mais qui n'est pas subordonnée. Oui. Et rendre illustre. Alors. Elle aurait pu le rendre illustre. C'est une locution verbale. Ah oui. Alors attendez. Elle aurait pu le rendre illustre. C'est à quel endroit? Au deuxième paragraphe. Alors attendez, je reviens en arrière. Deuxième paragraphe. Oui. Ah oui. La passion aurait pu. Non, là, si vous voulez, le est COD de rendre illustre. Et rendre illustre. Eh bien, c'est simplement, si vous voulez, aurait pu, cela, le rendre illustre est tout ensemble et COD de pouvoir, hein, aurait pu rendre illustre. Rendre illustre Raphaël, si vous voulez, attention, le ici, rendre illustre le est clairement COD ici, hein, rendre illustre Raphaël, d'accord? On n'a pas comme il entend l'oiseau chanter, l'oiseau qui est sujet de rendre. Enfin, je veux dire, c'est évident, mais il n'y a pas de sujet là, hein, donc ça ne peut pas du tout être une infinitive, hein, si c'était votre hypothèse. Et alors, le rendre illustre, c'est insérer des plus. Oui, voilà. C'est une structure infinitive. Alors, évidemment, c'est une locution verbale. Non, c'est pas une locution verbale, c'est simplement, on n'en a pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout dans ce cours. Mais quand vous avez des infinitifs, l'infinitif, il régit d'une manière générale une structure nominale, hein, c'est-à-dire, bon, là, par exemple, COD. Donc, ça va construire un groupe. Le groupe infinitif, il va avoir une fonction globalement nominale. Mais à l'intérieur de ce groupe, l'infinitif garde ses prérogatives de verbe, en fait. Donc le verbe lui-même a des compléments à l'intérieur du groupe qui lui-même va avoir une autre fonction. Hein, donc voilà, c'est ça l'explication. Alors ensuite, on avait donc ces deux occurrences ici parce qu'elle était sainte, parce qu'elle était belle. S'il eût vécu, donc ici, vous voyez que vous avez une hypothétique, donc encore une subordonnée qui va jusqu'à soleil. La 10e occurrence, elle est à l'intérieur de la précédente, où l'homme se développait tout entier, comme le corps se développe sans ligature dans l'air libre en plein soleil. Et à l'intérieur de celle-ci, donc vous voyez, il y a 3 niveaux d'inclusion ici. Comme le corps se développe sans ligature, là, on a une comparative. Donc la comparative comme, etc., elle est incluse dans la relative, qui elle-même est incluse dans l'hypothétique, qui elle-même est incluse dans la principale. Hein, vous voyez, vous avez vraiment tous ces niveaux d'inclusion.
Est-ce que pour la liste des occurrences, certaines ou certains d'entre vous en avez trouvé d'autres? Non, ça va? Pas d'autres propositions? Oui, allez-y, je vous en prie. J'ai une question. La chose est trop ouverte, mais comme Démosthène et comme Caton, qu'est-ce que c'est? Alors. C'est des comparaisons aussi, mais sans verbe. Oui, c'est ça. Elle Elle aurait voulu parler comme Démosthène et mourir comme Caton. Parler comme Démosthène, c'est une structure, vous voyez, qui est un peu adverbiale, c'est une façon de parler, c'est un peu comme si vous aviez un adverbe. Donc ça va faire partie ça va être un groupe intégré au groupe verbal. Un peu comme si on avait un adverbe de manière. Mais en tout cas, il n'y a pas de verbe, donc c'est pas une subordonnée. D'accord. Même si on entend que Démosthène parlait. Ouais, mais il n'y a pas. Si on avait, il avait voulu parler comme Démosthène parlait, là on aurait eu. Mais en fait, bon, il faut quand même à un moment donné, on ne peut pas reconstituer des verbes partout. Dans où l'homme se développait tout entier dans la liberté, Oui. c'est une circonstancielle de lieu. Alors on va voir. C'est pas une circonstancielle, hein, c'est une relative. Mais on va voir l'analyse détaillée de chaque. Alors, maintenant je vous propose l'analyse, et puis je l'ai écrite comme ça, vous pourrez la retrouver dans le PowerPoint. Donc, le première occurrence, le vrai nom de l'homme qui a écrit ces pages, donc c'est une relative adjective déterminative. Le pronom relatif est de fonction sujet. Bon, vous m'interrompez si vous avez une remarque, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. La deuxième occurrence, parce qu'il, etc., là, c'est simple, c'est juste une subordonnée circonstancielle de cause. La seule difficulté, enfin disons la seule petite chose, c'est qu'il faut bien la délimiter. Hein. Alors faites attention à ça, à l'examen j'en tiens compte, hein, de savoir si vous savez bien délimiter. Donc quand vous aurez de toute façon une question étudiée du subordonné dans le texte, à l'examen, à chaque occurrence, vous mettez bien où elle commence, où elle finit. Oui? C'était juste pour revenir sur la première, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a un peu galéré à trouver la question de la relative. Ah oui, alors, l'homme qui a écrit ces pages, est-ce que j'ai ou pas une restriction d'extension? Est-ce que c'est l'homme en général ou l'homme qui a écrit ces pages spécifiquement? Donc là, c'est bien l'homme qui a écrit ces pages. Donc, par rapport à l'extension générale de homme, j'ai bien une restriction. Donc, je l'appelle soit relative restrictive, soit une relative. Donc, de toute façon, dans tous les cas, c'est une relative adjective. Hein, et je l'appelle soit adjective restrictive, soit adjective appositive. Pardon. Soit relative adjective, soit relative épithète, de fonction épithète. Pareil que restrictive. Déterminative, restrictive, épithète, c'est exactement synonyme. Ça, notez-le parce que c'est vrai que dans les grammaires, vous pouvez trouver l'un de ces trois termes. Relative, adjective, donc ça, il n'y a pas de doute, c'est adjective. Et ensuite, vous dites qu'elle est soit épithète, soit déterminative, soit restrictive. Et est-ce que vous Oui. donner un exemple du coup de appositif? En fait, appositif, c'est comme on a vu tout à l'heure, les élèves, virgule, qui ont bien usé, virgule. Donc quand il n'y a pas de restriction. D'accord. Ah, oui, oui. Quand il n'y a pas de restriction de l'antécédent par rapport à l'ensemble. Hein. Il y a un exemple de Kléber qui marche bien, qui est marquant et dont vous pouvez vous souvenir peut-être. C'est les Alsaciens qui boivent de la bière sont obèses. Donc soit ça veut dire tous les Alsaciens sont obèses parce que tous boivent de la bière, dans ce cas-là c'est appositif, soit seuls ceux qui boivent de la bière sont obèses. Bon. Ensuite, nous le lui donnions souvent par badinage, etc. Raphaël Enfant, qu'on voit à Rome dans la galerie Barberini jusqu'à Louvre. Donc cette fois-ci, vous avez une relative adjective, bah justement, voilà un exemple, appositive. Pourquoi? Parce que ce portrait, il est entièrement un portrait de Raphaël Enfant. C'est une description supplémentaire qu'on n'est pas obligé de donner. Hein. Il ressemble à un portrait de Raphaël Enfant. La phrase fonctionne très bien si on l'enlève, d'accord? C'est pas... si on avait... il ressemble au portrait de Raphaël Enfant qu'on voit à Rome, etc. On aurait une restrictive. Bon. En réalité, hein, on n'a pas pu entrer dans les détails, mais en fait, c'est le déterminant de l'antécédent qui joue un rôle très important. Si vous avez le, hein, ça change complètement.
complètement l'analyse de la relative. Mais, donc, grosso modo, ce que vous pouvez remarquer, c'est est-ce que quand j'enlève la relative, ça modifie complètement le sens ou pas? Dans la première, le vrai nom de l'homme n'était pas Raphaël, ça marche que si l'homme vous avait parlé avant. Oui, je ne sais pas de quelle heure. Dans le 3, c'est la positive parce qu'il y a une virgule, non? Non, non, pas forcément, parce que si vous voulez, vous pouvez avoir une série d'épithètes séparées par des virgules et qui ne sont pas forcément, comment dire, qui ne sont pas forcément appositifs pour autant. Là, de toute façon, si vous voulez, en toute rigueur, la distinction restrictive à positive ne marche que quand l'antécédent a un article défini en réalité. Quand il y a un article indéfini, il serait préférable, mais là encore, de parler de relative essentielle ou accidentelle. Est-ce qu'elle est nécessaire vraiment quand même ou pas? Mais en réalité, en termes d'identification du référent de l'antécédent, dès que de toute façon vous avez un article indéfini, ça ne fonctionne plus pareil. Donc ici, on voit bien qu'on a une relative qu'on pourrait supprimer sans que ça pose tellement de problèmes à la base. Au sens de la phrase, bien que ça donne une information complémentaire, mais si vous voulez, dans la structure disons dans le contenu sémantique de la phrase, il ressemble à un portrait de Raphaël enfant. Donc voilà, on a cette information essentielle et dessus. Si ça avait été au portrait de Raphaël enfant, on aurait eu la même description. Ben oui, parce que si l'auteur faisait référence à un portrait bien spécial qu'on trouve dans un endroit, enfin au portrait très spécial qu'on trouve dans un endroit, là ça aurait été restrictif, parce que c'était un portrait bien précis. Mais vous voyez qu'on est obligé d'avoir l'article défini dans ce cas-là. Donc voilà, on peut considérer que c'est appositif, mais il faudrait mettre des guillemets. Ouais. Alors ensuite, la quatrième, une causale, circonstancielle de cause, introduite par parce que, qui va jusqu'à la fin de la phrase, oui. Surtout, c'est sur les circonstancielles de cause, si on va donner un peu de temps, si on va donner la fonction, complément circonstanciel. Non, ça ne sert à rien, parce que si vous dites circonstanciel, c'est évident qu'il y a quelque chose de complément circonstanciel. Ce n'est pas nécessaire de le préciser. Alors, avant que le temps l'eût un peu émoussé, donc là on a une circonstancielle de temps. Avec donc, une relation avant que. Alors donc, il faut toujours reconstituer comme il était d'une sensibilité exquise et maladive avant que le temps lui un peu émoussé. Donc ça veut dire que c'était après. Le temps, il était avant d'une sensibilité maladive, après le temps l'a émoussé. Bon, donc, peu importe, l'essentiel pour notre analyse, c'est que c'est une circonstancielle de temps. Ce sentiment qu'on appelle le mal du pays, donc relative, adjective, déterminative ou restrictive ou épithète, si vous voulez, parce que là, c'est un sentiment bien particulier. Là, j'ai un article, un déterminant démonstratif. Donc quand j'ai dit qu'il fallait un article défini, c'est un déterminant défini, c'est-à-dire soit un article défini, soit un déterminant démonstratif, soit un possessif. Mais ici, c'est clair qu'on ne pourrait pas dire à ce sentiment. Nous disions en faisant allusion à ce sentiment qu'il avait le mal du ciel, ça ne pourrait fonctionner que si ce sentiment avait été identifié juste avant. Auquel cas, on aurait une impositive. Vous voyez, si par exemple, juste avant, il avait été question du sentiment, eh bien, on aurait à ce sentiment, virgule, qu'on appelle le mal du pays, virgule. Ce serait une impositive. Parce qu'elle ne serait pas utile pour l'identification du référent d'antécédent. Alors, nous disions qu'il avait le mal du pays. Donc là, c'est une conjonctive, une complétive conjonctive, c'est OD de dire. Donc c'est une sous-catégorie de complétive. Mais vous n'êtes pas obligé de dire conjonctive, conjonctive, vous dites directement conjonctive. Encore une causale, parce qu'elle était belle. Bon, là, je vous l'ai dit. Là, il n'y a pas de. Il n'y a rien, là, sans aucune ambition dans le caractère, il en aurait eu dans l'imagination, mais je l'ai mise en évidence comme ça, parce que, en fait, vous voyez que si on voulait approfondir l'analyse, on verrait que par la juxtaposition, parfois, il y a l'idée d'une idée qui pourrait être exprimée par les subordonnés. Vous voyez qu'il y a quand même une idée concessive ici. Bien
qu'il n'ait aucune ambition dans le caractère, il en aurait eu. Donc parfois la simple juxtaposition en réalité exprime une relation de subordination, mais bon, c'est pas une subordonnée. Ensuite, si l'UVQ, etc., ça c'est une hypothétique, une circonstancielle d'hypothèse, attention, qui va bien jusqu'à Soleil. Et les dernières, donc le ou. Alors, si l'UVQ dans ces républiques quantiques, où l'homme se développait. Alors attention, ça c'est une subordonnée relative. L'homme se développait tout entier dans ces républiques quantiques. Donc, elle est fonction, on peut dire complément circonstanciel de lieu. En général, la relative introduite par ou, avec une relative introduite par ou, très souvent, le pronom relatif ou est complément circonstanciel de lieu. Donc là, vous voyez, votre remarque, elle venait d'une confusion entre la fonction du relatif et la fonction de la relative. Donc la relative elle-même, ces républiques antiques, ou, etc., c'est quand même une restriction d'un certain type de relative antique. Donc la relative elle-même, elle est épithète ou déterminative. Et enfin, la comparative, comme le corps, etc., qui est, vous voyez, j'ai mis quand on prend toute la phrase, ici on a d'abord l'hypothétique à l'intérieur de laquelle il y a la relative, à l'intérieur de laquelle il y a la comparative. Voilà, pas de questions. Bon, vous aurez le temps de relire éventuellement le corrigé pour la prochaine fois. Ce que je vais faire, regardez bien le site du cours, je vais mettre un lien vers le sujet. Je vous propose un sujet, un examen blanc, que vous ferez chez vous, et la semaine prochaine on corrige, d'accord? Mais je vais mettre un lien sur le site du cours, à la date du cours de la semaine prochaine. D'accord? Très bien, merci de votre attention et à la semaine prochaine.